Sur ces images, au milieu de cette foule anonyme, apparaît une jeune femme de 22 ans vêtue d'une combinaison orange et d'une veste en jean. Elle marche pieds nus dans les rues de Boston après une dispute avec ses amis. Elle semble fatiguée, désorientée, mais elle est encore en vie à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, les mêmes caméras enregistreront un moment important avant sa mort. Cette jeune femme s'appelle Jessie Correa et ce qui est terrifiant dans cette affaire, c'est que les enquêteurs vont pouvoir reconstituer presque minute par minute ces dernières heures grâce à un immense réseau de vidéosurveillance, de données GPS, de téléphones portables et de caméras d'immeubles, comme si toute la ville avait assisté au drame sans pouvoir l'empêcher. Jessie Gelsa Pires Correa est née en février 1996 à Praia, au Cap-Vert. Lorsqu'elle a seulement 3 ans, elle quitte son pays natal avec son père pour rejoindre les États-Unis. La famille s'installe à Boston, dans le quartier de Dorchester, une zone populaire où vivent de nombreuses familles immigrées cap-verdiennes. L'enfance de Jessie est compliquée. La famille connaît des difficultés financières importantes et très jeune, elle est suivie par des travailleurs sociaux qui l'aident à trouver une certaine stabilité. Pourtant, malgré cette précarité, les proches de Jessie décrivent une petite fille joyeuse, énergique, très attachée à sa famille et surtout incroyablement optimiste. Cet optimisme, on va le retrouver plus tard dans un objet très personnel qui sera découvert après sa disparition lorsqu'on la recherchera. Un carnet dans lequel elle écrit ses projets, ses objectifs et ses pensées. Sur la couverture, on peut lire une phrase simple mais bouleversante quand on connaît la suite. « La vie est mon aventure préférée ». À l'intérieur, elle note ses dépenses, ses démarches administratives, ses recherches d'emploi, ses objectifs pour l'avenir. On retrouve des phrases comme celle-ci. « Trouver un nouveau travail, aller voir la famille, postuler à des emplois en personne, passer le test même si j'échoue. » Et dans les marges, elle écrit des mots pour se motiver. « Tu peux le faire ». Ce carnet montre une jeune femme qui se bat pour avancer malgré les difficultés. Quelqu'un qui croit encore profondément en son avenir. Parce qu'au moment des faits, Jessie essaie réellement de reprendre sa vie en main. Elle travaille comme hôtesse dans un restaurant de Boston, elle cherche un emploi plus stable et surtout elle tente d'offrir une meilleure vie à sa petite fille, Gabriella, surnommée Gabi, qui est née en 2016. Être mère, c'est probablement la chose la plus importante dans la vie de Jessie. Tous ceux qui la connaissent racontent qu'elle est totalement dévouée à sa fille. Elle poste régulièrement des photos avec elle, elle l'emmène au parc, elle parle constamment d'elle et rêve de leur construire une vie plus stable. Mais derrière cette image de jeune maman courageuse, il y a aussi un passé extrêmement violent. Le père de Gabi s'appelle Miguel Castro, on sait peu de choses sur le début de leur relation, mais elle devient rapidement toxique. En janvier 2018, 1 an seulement après la naissance de leur fille, 1 an et demi, Jessie vit une nuit d'horreur. Ce soir-là, elle envoie un message paniqué à la mère de Miguel. « Tu dois m'aider. Miguel ne me laisse pas partir. Ne l'appelle pas, il va me tuer. » Puis elle envoie une photo d'elle. Sur cette photo, son visage est méconnaissable. Son nez est brisé, son orbite est fracturée. La mère de Miguel comprend immédiatement la gravité de la situation et appelle les urgences. Lorsque les policiers arrivent au domicile, ils découvrent Jessie, cachée sous un escalier. Incapable de parler correctement, elle est terrorisée. Selon les enquêteurs, Miguel aurait explosé de colère après avoir découvert qu'elle échangeait des messages avec un autre homme. Pris d'une rage incontrôlable, il refuse alors de la laisser partir et la séquestre dans la maison. Il est arrêté et inculpé pour enlèvement, agression, intimidation de témoins et tentative de crime violent. Pourtant, malgré les violences extrêmes qu'elle a subies, Jessie refuse finalement de coopérer totalement lors du procès. Une réaction que beaucoup de victimes de violences conjugales connaissent malheureusement, la peur, le traumatisme.
la dépendance émotionnelle, le besoin de protéger aussi son enfant. Mais malgré ça, Miguel est reconnu coupable et condamné à plusieurs années de prison. Il lui est interdit de reprendre contact avec Jassy. Après cette affaire, Jassy tente de se reconstruire. Elle cherche une garderie pour Gabi, elle essaie de stabiliser sa situation financière, elle cherche un logement plus sûr et multiplie les démarches professionnelles. D'ailleurs, quelques jours avant sa disparition, elle décroche un entretien d'embauche prévu pour le 25 février 2019. Un détail qui va profondément marquer ses proches parce qu'il montre qu'elle avait encore des projets, des perspectives et, encore une fois, une envie d'avancer. Puis arrive le week-end de son anniversaire. Son 23e anniversaire tombe officiellement le 26 février 2019, c'est un mardi. Elle décide donc de le célébrer le samedi précédent avec ses amis. Ce soir-là, Gabi reste chez sa grand-mère paternelle, la mère même de Miguel Castro, vous l'avez compris, celle qui lui avait probablement sauvé la vie 1 an plus tôt. Le samedi matin, Jassy rejoint son amie qui s'appelle Nia à Dorchester. Les 2 jeunes femmes passent la journée ensemble. Elles vont faire du shopping, elles préparent la soirée surtout. Jassy achète précisément la tenue qu'elle portera cette nuit-là, une combinaison orange, assez voyante, des talons noirs et une veste en jean avec des ailes dessinées dans le dos. Un détail qui deviendra extrêmement important plus tard parce qu'il permettra aux enquêteurs de l'identifier facilement sur les vidéosurveillances. Les 2 amis passent ensuite plusieurs heures à se préparer. Maquillage, musique, photos, ambiance festive. Rien ne laisse imaginer qu'il s'agit des dernières heures de vie de Jassy. Avant de partir, elle laisse la plupart de ses affaires chez Nia, y compris ses clés d'appartement. Elle prévoit simplement de revenir dormir ici après la soirée avant d'aller récupérer sa fille le lendemain. Voilà le programme. Peu avant minuit, une autre amie qui s'appelle Asha et un ami nommé Reggie viennent les chercher en voiture. Ils prennent la direction du Venue Nightclub. C'est un club très fréquenté du centre de Boston. Il y a déjà beaucoup de monde lorsqu'ils arrivent. À environ minuit 40, les 4 amis s'installent dans un coin du club, commandent une bouteille de champagne, plusieurs shots de tequila et passent le reste de la nuit à danser. Les images de vidéosurveillance du club montrent une Jassy souriante, énergique, en train de rire avec ses amis. Ce sont probablement les derniers moments où elle est réellement heureuse dans cette soirée. Parce que vers la fermeture du club, quelque chose bascule. Lorsque le groupe revient vers le bar, une dispute éclate entre Nia et Jassy. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce qui a provoqué cette altercation. Les témoignages à ce sujet divergent. Certains parlent d'alcool, d'incompréhension, de tensions accumulées pendant la soirée. Mais la dispute devient de plus en plus forte, à mesure que le club se vide. Vers 2h du matin, le groupe quitte finalement l'établissement et traverse une ruelle pour rejoindre le parking. Les vidéosurveillances extérieures enregistrent alors une scène extrêmement, encore une fois, importante pour l'enquête. À plusieurs reprises, Nia pousse physiquement Jassy. Pourtant, selon les témoignages d'Asha et Reggie, Jassy essaie surtout de calmer la situation. Elle tente de convaincre Nia de monter dans la voiture afin qu'elles rentrent ensemble. Mais Nia refuse. Asha propose alors à Jassy de partir sans elle. Pourtant, malgré son état, malgré le froid, malgré l'heure tardive, Jassy refuse d'abandonner son amie seule dans la rue. Elle semble davantage préoccupée par la sécurité de Nia que par la sienne. Finalement, Asha et Reggie repartent en voiture. Sans le vouloir, ils emportent aussi les chaussures de Jassy. Et ce détail va tout changer. Parce qu'à partir de cet instant, Jassy se retrouve seule. Nia l'a abandonnée, alcoolisée, pieds nus, dans les rues glaciales de Boston, en pleine nuit d'hiver. Les caméras de vidéosurveillance vont alors devenir les témoins silencieux de ces dernières minutes de liberté. On voit d'abord regarder Jassy marcher seule sur le trottoir, puis elle aperçoit un véhicule Uber garé un peu plus loin. Les vidéos montrent alors un échange capital dans l'affaire. Jassy s'approche du chauffeur et lui demande si elle peut réserver une course. Mais selon les enquêteurs, écoutez bien, le conducteur refuse de la prendre comme passagère classique parce qu'il veut être payé comme Uber XL, une catégorie plus chère. Les images montrent alors Jassy
montée, malgré tout dans le véhicule. Quelques secondes plus tard, elle est poussée dehors et tombe brutalement sur le trottoir, poussée par le chauffeur. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un homme apparaît dans le champ des caméras. Il est déjà à proximité lorsqu'elle tombe d'ailleurs. À 2h16 du matin exactement, les vidéos montrent cet homme s'approcher de Jaycee, l'aider à se relever puis lui prendre les mains pendant près d'1 minute. Ils discutent longuement sur le trottoir. Jaycee regarde plusieurs fois autour d'elle, comme si elle cherchait encore son amie dans la rue, son amie Nia. Puis elle finit par accepter de suivre cet inconnu. Cet homme s'appelle Louis Coleman et à première vue, rien ne laisse penser qu'il est dangereux. Louis a 32 ans, il vient de Californie, il possède un master en physique expérimentale obtenu à la California State University Long Beach. Passionné de bio-ingénierie et de technologie, il a travaillé dans un laboratoire d'ingénierie électrique avant de rejoindre la côte Est pour travailler chez Raytheon, une importante entreprise liée à la défense et à l'aéronautique. Il gagne environ 70 000 $ par an. Il vit dans un immeuble moderne à Providence, dans le Rhode Island, et ses anciens collègues le décrivent comme quelqu'un de discret, intelligent et calme. Absolument rien dans son passé connu ne laisse présager ce qu'il va faire. Lui aussi était présent au club ce soir-là. Les enquêteurs découvrent grâce aux images de vidéosurveillance qu'il est arrivé au club vers 1h du matin et qu'il fait la connaissance d'une jeune femme nommée Lorna. Les deux semblent bien s'entendre, ils discutent, flirtent, échangent leurs numéros et se dirigent même ensemble vers les toilettes avant la fermeture du club. Mais le frère de Lorna intervient et met fin à la situation. Lorna repart finalement avec sa famille, avec son frère. Et quelques minutes plus tard, Louis repère Jaycee. Les vidéosurveillances montrent clairement qu'il tourne la tête lorsqu'elle se fait expulser du Uber. Puis il s'approche immédiatement. Les caméras suivantes vont permettre aux enquêteurs de suivre pratiquement tout leur trajet dans les rues de Boston. On les voit marcher ensemble sur plusieurs pâtés de maisons. À certains moments, Jaycee semble fatiguée, instable. Louis lui parle constamment. Sur une caméra, il lui propose même de monter sur son dos pour la porter, probablement parce qu'elle marche pieds nus sur le béton glacé. Tout cela donne l'impression d'un homme serviable aidant une jeune femme vulnérable. Mais les enquêteurs comprendront plus tard qu'il est probablement déjà en train de l'isoler. Parce que vient le moment le plus important de toute cette chronologie. Une caméra filme Jaycee montée dans la voiture rouge de Louis Coleman. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante à l'extérieur. Grâce aux images du club, aux plaques d'immatriculation et aux données GPS de son téléphone, les policiers vont ensuite reconstituer son trajet précisément. Et certains détails vont immédiatement les inquiéter. Après avoir récupéré Jaycee, Louis reste stationné pendant environ 12 minutes dans une rue voisine, phare éteint. Pourquoi ? Personne ne le sait exactement. Puis à un moment donné, les caméras montrent 2 véhicules de police arriver dans une rue proche avec les gyrophares allumés. Et là, Louis effectue immédiatement une marche arrière pour éviter de croiser les policiers. Ce comportement intrigue énormément les enquêteurs. Vers 4h15 du matin, sa voiture est finalement filmée entrant dans le parking de son immeuble situé sur Chestnut Street à Providence, dans le Rhode Island, à environ 1 heure de route de Boston. Mais ce qui va être découvert par la suite est probablement l'un des passages les plus glaçants de toute l'affaire. Parce que l'immeuble de Louis Coleman est lui aussi entièrement équipé de caméras de sécurité. Et ces caméras vont enregistrer pratiquement toute la suite. Les images, que les autorités qualifieront plus tard de trop horribles pour être diffusées publiquement, montrent Louis sortir de sa voiture dans le parking souterrain. Puis quelques instants plus tard, il revient vers le véhicule. Et cette fois, il tire quelque chose hors de la voiture.
les enquêteurs comprennent rapidement qu'il s'agit du corps de Jessie. Elle est déjà morte. Les vidéos montrent Louis traîner son corps nu à travers le garage et le hall vide de l'immeuble avant de le faire monter jusqu'à son appartement. Ces images deviennent immédiatement centrales dans l'enquête. Pendant les jours suivants, les caméras de l'immeuble continuent d'enregistrer chacun des déplacements de Louis Coleman. Et plus les enquêteurs regardent ces vidéos, plus l'affaire devient terrifiante. On le voit regarder revenir avec des achats effectués dans plusieurs magasins et notamment un Walmart de Providence. Là encore, les caméras de surveillance du magasin vont jouer un rôle important pendant l'enquête et plus tard durant le procès. Parce qu'elles montrent Louis agir de manière méthodique, presque calme, seulement quelques heures après la mort de Jessie. Les vidéos le montrent marcher seul dans les rayons, pousser tranquillement un chariot et acheter une série d'objets très spécifiques, du ruban adhésif, des gants chirurgicaux, des masques respiratoires, des produits nettoyants, de l'eau de javel, du bicarbonate de soude, des sacs et différents objets servant potentiellement à déplacer ou nettoyer un corps. Les procureurs insisteront plus tard énormément sur ces achats parce qu'ils donnent l'impression que Louis n'est plus dans la panique mais déjà dans une logique d'organisation et de dissimulation. Et ce qui rend cette séquence encore plus glaçante, c'est qu'elle intervient juste après les vidéos de l'immeuble montrant le corps de Jessie traîner jusque dans son appartement. À partir de là, les enquêteurs comprennent qu'ils sont probablement face à quelqu'un qui tente d'effacer les traces de son crime. Puis arrive une autre séquence capitale dans l'enquête. Le matin du 28 février, alors que la police commence déjà à le rechercher, les caméras de l'immeuble montrent Louis sortir avec une énorme valise. Il peine clairement à la soulever, la valise semble lourde, et les enquêteurs comprennent immédiatement ce qu'elle contient probablement. Pendant ce temps-là, les proches de Jessie vivent un véritable cauchemar. Le 26 février, jour exact de son 23e anniversaire, Nia et le père de Jessie signalent officiellement sa disparition. Tous ses proches essaient désespérément de la joindre, mais son téléphone reste silencieux. Sa famille comprend rapidement que quelque chose de grave est arrivé parce que Jessie ne disparaissait jamais sans prévenir. Elle était constamment en contact avec sa famille et surtout avec sa fille. Lorsque les policiers commencent à examiner les vidéosurveillances autour du club, ils comprennent vite qu'ils tiennent quelque chose d'énorme. Avec toutes ces images, toutes ces données, le mercredi soir suivant, la police de Boston contacte la police de Providence afin de retrouver Louis Coleman. Des policiers se rendent à son immeuble vers 1h du matin le 28 février, mais ils ne parviennent pas à entrer immédiatement dans le bâtiment. Ce qu'ils ignorent à ce moment-là, c'est qu'en fait Louis est dehors et qu'il les observe. Dès que les policiers repartent, les caméras montrent Louis retourner vers sa voiture garée un peu plus loin. Puis il revient avec la grande valise. Quelques heures plus tard, lorsque les enquêteurs entrent enfin dans son appartement, il est vide, malgré la neige et le froid. Certaines affaires ont disparu, notamment une housse de coussin de canapé et un rideau de douche. Tout indique qu'il a essayé de nettoyer la scène avant de prendre la fuite. Mais il est déjà trop tard. Grâce au système de localisation intégré à sa voiture, les autorités parviennent à localiser son véhicule alors qu'il est en train de rouler. La police l'intercepte et dans le coffre, il découvre cette fameuse valise. À l'intérieur se trouve le corps de Jessie Correa. Les policiers découvrent également dans le véhicule plusieurs objets troublants, des sacs, des produits ménagers, des outils ainsi que l'ordinateur portable de Louis Coleman. Et lorsque les enquêteurs analysent son historique internet, ils découvrent des recherches absolument glaçantes effectuées entre le 24 et le 27 février. Est-ce qu'un corps peut rentrer dans une valise ? Comment arracher les dents qui ne bougent pas ?
Comment embaumer un corps ? Les analyses médico-légales deviennent accablantes. Le pare-brise côté passager présente 2 impacts ressemblant à des coups de pied. L'ADN de JC et de Louis est retrouvé dans l'habitacle. L'autopsie révèle finalement que JC a été agressé sexuellement avant d'être étranglé. Et c'est probablement l'un des aspects les plus incompréhensibles de cette affaire. Personne autour de Louis Coleman ne semble capable d'expliquer ce qui l'a poussé à commettre un acte aussi monstrueux. Même sa propre famille tombe des nues. L'un de ses cousins dira plus tard: Il venait d'une bonne famille. Rien ne laissait penser qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Pour beaucoup d'enquêteurs, le scénario le plus probable est que JC soit monté volontairement dans sa voiture avant qu'il ne tente d'obtenir quelque chose d'elle et qu'il la tue après un refus ou une altercation. Mais une grande partie de ce qui s'est passé ensuite dans l'appartement de Providence restera à jamais inconnue. En 2022, Louis Coleman est finalement reconnu coupable d'enlèvement ayant entraîné la mort et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et aujourd'hui encore, cette affaire continue de marquer profondément les États-Unis, notamment parce qu'elle montre à quel point quelques minutes peuvent suffire pour qu'une vie entière bascule. Une dispute, des chaussures oubliées, un Uber, une rencontre, puis une succession de caméras qui enregistrent silencieusement l'horreur, parce que sans toutes ces images de vidéosurveillance, les enquêteurs n'auraient peut-être jamais réussi à comprendre ce qui est arrivé à JC Correa cette nuit-là. Et c'est probablement ce qui rend cette affaire aussi terrifiante. Boston entière semblait observer ces derniers instants sans que personne ne puisse la sauver. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois comme d'habitude de l'avoir suivi jusqu'au bout. On va faire un petit tour sur vos commentaires qui ont été laissés sur la dernière vidéo qui est sortie au moment où j'enregistre celle-ci. C'est une vidéo qui nous a emmenés au Brésil. On a eu ces images de vidéosurveillance encore une fois de 2 jeunes femmes qui ont perdu la vie et leurs précédentes heures ont été enregistrées par la vidéosurveillance qui a permis aussi de résoudre ces 2 affaires. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Donc je lis les commentaires qui ont été les plus likés ou les plus commentés à leur tour. Il y a le commentaire de Sergio qui, pour le coup, ne fait pas un commentaire sur les histoires en elles-mêmes, mais parle de ses youtubeurs préférés, si j'ai bien compris. Charlie, Yonekami, Cogiteur, Tuni, Sandoz, Légende, ce sont des gens qui apportent beaucoup à YouTube. Ce sont des vrais reporters avec du talent. Merci à toi et merci à vous tous. Merci pour ce clin d'œil, Sergio. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à commenter et à partager aussi les youtubeurs que vous suivez. Donc n'hésitez pas aussi à le faire en commentaire de cette vidéo. On retrouve souvent dans les commentaires les mêmes prénoms ou les mêmes pseudos qui ressortent, mais faites découvrir aussi des youtubeurs qui montent également et qui entrent dans le game True Crime, parce que je pense que vous l'avez remarqué, il y a de plus en plus de vidéos dans ce sens. C'est quelque chose qui a toujours existé, hein, les enquêtes criminelles, les cold cases, les disparitions, etc. Mais ce sont des choses qui se font de plus en plus. Alors par contre, je tiens à vous mettre en garde, il y a certaines choses qui sont faites avec de l'IA. Je pense que vous l'avez remarqué, des voix qui sont robotisées, où on comprend que c'est de l'IA. Enfin, tout est clairement fait avec l'IA, et ça, je trouve ça un petit peu dommage pour le coup, même beaucoup dommage au final, parce que ça fait, je sais pas comment dire, mais ça fait pas sérieux déjà, et on fait des affaires à la chaîne en fait. Bon voilà. Après chacun voit midi à sa porte, mais j'avoue que quand je vois ce genre de vidéos sur Internet, je trouve pas ça top. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et puis, parmi les personnes qui parlent de cette affaire, on a Radoskovi qui dit 2 jeunes filles mortes par des hommes qui n'ont rien d'être humain. RIP les victimes. Voilà, c'est le message de Rado. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter aussi sous cette vidéo, et puis je lirai vos commentaires dans la prochaine.
Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée, encore une fois, si vous me regardez ce mardi à 18h, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, tous les mardis à 18h, et même cet été, juillet et août, vous aurez une vidéo chaque semaine. En tout cas, je fais tout pour. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.